Donc, une nouvelle fois, bonjour tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir Mouanis Bekkari, qui nous vient avec un roman que je recommande à tout le monde, parce que c'est pas seulement un roman, c'est une plongée dans notre histoire qui reste largement à écrire, avec une préface d'un grand poète, Amin Khan. Alors, mon ami Mouanis, bienvenue au Café littéraire de l'impondérable. Merci. Vous m'avez entendu? Oui, on t'a entendu. Alors, mon ami Mouanis, qu'est-ce qui t'a pris pour écrire sur Jugurtha? Comment l'idée t'est venue d'écrire un livre sur quand même une figure, on va dire, centrale de l'histoire ancienne de l'Afrique du Nord, n'est-ce pas? Oui, tu as raison de dire que c'est une histoire centrale. Mais oui. Tu le rapproches Oui, tu as raison de dire que c'est une figure centrale de l'histoire de l'Afrique du Nord. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde soit convaincu de cela, ni même qu'il le sache. Parce que quand on se passionne pour l'histoire de l'Algérie, inéluctablement, on est attiré par l'Antiquité. J'utilise le terme d'Algérie par commodité de langage. Tout le monde a compris qu'à l'époque, on ne disait pas l'Algérie. Donc, mais bon, pour que tout le monde soit clair pour tout le monde, je vais continuer à utiliser. Ou alors la Numidie. Et donc quand on regarde l'histoire antique de ce pays qu'on appelait alors la Numidie, eh bien il y a deux figures majeures qui se dégagent. La première, c'est celle que tout le monde connaît, c'est celle que tout le monde célèbre, c'est Massinissa. Et la seconde, c'est Jugurtha. Et si on interroge, si on recherche dans l'histoire autre chose que l'histoire événementielle, eh bien on observe que, en vérité, en tout cas pour moi, le personnage de Massinissa est sans aspérité. Il a combattu, il était allié des Carthaginois, puis il a rallié les Romains, grâce à l'entremise desquels il a, non sans y avoir participé activement, créé le royaume de Numidie, en réunissant les deux royaumes Massaïcide et Massile. Et puis, à partir de 202, donc après la bataille de Zama, la défaite de Syphax, eh bien, il va régner tranquillement jusqu'en moins 148. Pendant 50 ans, donc, Massinissa va régner sur la Numidie et véritablement, il n'y a pas grand-chose à dire, en tout cas pour moi, sur le règne de Massinissa. Il a légué un royaume prospère, stable, riche. Alors, légué, on reviendra peut-être sur la signification de ce terme, parce que le mode de succession de Massinissa va avoir un impact majeur sur l'histoire de la Numidie et sur Jugurtha. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur Massinissa. Alors on a dit qu'il avait sédentarisé les Numides, qu'il avait en quelque sorte, non pas introduit, mais renforcé l'agriculture chez les Numides, qui étaient des nomades, qui auraient été des nomades, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il porterait ce nom de Numide. Tout ça, tout le monde sait qu'aujourd'hui que c'est pas vrai, c'est faux. Les Numides qui ne s'appelaient pas eux-mêmes, qui ne disaient pas d'eux-mêmes, nous sommes des Numides. Quand ceux que nous avons Numides rencontré des Carthaginois ou des Romains, ils ne disaient pas nous sommes des Numides. Ils disaient nous sommes des Massiles, des Massaïcides, des Nazamos, des Gétudes, mais ils ne disaient pas nous sommes Numides. Numide, c'est le terme que les Grecs leur ont donné. Gabriel Kant affirme que c'est un calembour, parce que en grec, Numidon, c'est les nomades, alors qu'on sait qu'il y a des tribus qu'on appelle, par exemple, aujourd'hui encore en Mauritanie, qu'on appelle les nomadies. Donc il y a ce jeu de mots dont les Grecs étaient friands, qui fait qu'on les a appelés Numides. Mais pour revenir à Jugurtha, en revanche, quand on se penche sur la personnalité de Jugurtha, sur l'histoire de Jugurtha, elle est tout simplement fascinante. En tout cas pour moi, je considère que c'est le personnage, sans commettre l'anachronisme, le plus shakespearien de l'histoire de l'Algérie. Parce qu'il y a tout dans la geste, dans l'épopée de Jugurtha. Il y a une guerre de succession. Mais avant ça, il y a
un orphelin qui n'était pas, qui avait été déchu de sa place dans la gens, dans la famille de Massinissa, par Massinissa lui-même, qui ne l'avait pas reconnu comme faisant partie de la famille, et donc qui n'était pas successible au trône. Malgré ça, ou à cause de ça, par ses qualités intrinsèques, par ses qualités physiques, par ses qualités intellectuelles, par sa volonté, il a réussi à surpasser tout, absolument, tous les obstacles qui se dressaient devant lui, pour éliminer, je dis bien éliminer, on reviendra aussi sur ce terme, sur la façon dont il a capté le pouvoir en Numidie, il a éliminé tous ses concurrents, pour mener ensuite une guerre contre la première puissance militaire et même civilisationnelle de l'Antiquité, la République de Rome, parce qu'on parle de l'Empire romain, mais il faut se souvenir que la plupart des conquêtes ont été faites entre moins 509 et moins 27, c'est-à-dire pendant la République, pas pendant l'Empire. Et il a terminé, après avoir tenu en tête et en échec la plus grande armée de l'Antiquité pendant 7 ans, après avoir inventé des modes de combat qui seront repris 2 millénaires plus tard en Algérie, par tous les combattants, quasiment tous les combattants nationalistes, il a fini dans un cachot qu'on appelle le Tullianum. Il a été emprisonné pendant 6 jours et 6 nuits, laissé sans eau, sans nourriture, et assez paradoxalement, sa mort même, alors qu'il était un héros d'épopée, sa mort en a fait un héros de tragédie. On a réellement fait un héros shakespearien. Et ce qu'il y a peut-être de plus fascinant chez Jugurtha, c'est parce qu'il a été vaincu. C'est parce qu'il a été vaincu qu'il nous est connu. C'est parce qu'il a été vaincu qu'à travers les âges, et quand je dis les âges, c'est-à-dire sur le temps long de l'histoire, on parle de 2 millénaires, c'est parce qu'il a été vaincu que, comme pour tous les vaincus, tous les grands vaincus, et même ceux qui le sont moins grands, qu'on éprouve à la lecture, quand on va à la découverte de son histoire, qu'on éprouve une sorte de dette à l'égard de ceux qui ont combattu, qui ne demandent pas tant d'être payés pour les venger, que de reconnaître leur combat pour qu'ils n'aient pas servi à rien. Parce que les vaincus de l'histoire sont ceux qui ont sacrifié ce qu'il y a de plus précieux que l'on peut donner sur Terre, c'est-à-dire leur vie. Et Jugurtha a littéralement, de mon point de vue en tout cas, on en reparlera peut-être, sacrifié sa vie pour un combat qui, dans le temps long de l'histoire encore une fois, apparaît comme le précurseur. C'était le premier combat pour l'indépendance. Encore une fois, il faut faire très attention aux mots qu'on utilise, pour ne pas commettre d'anachronisme, mais pour la commodité de l'échange, pour l'indépendance de la Numidie. Voilà pourquoi je trouve que c'est un personnage absolument fascinant qui est loin, très très loin, d'occuper aujourd'hui en Algérie la place qu'il mérite. On verra peut-être qu'à partir du 19e siècle, les historiens occidentaux vont redécouvrir Jugurtha et vont en faire une image allégorique à la fois du Numide assimilable et aussi, en s'appuyant sur Sallust, de l'essence du Kabyle, du berbère, de l'essence du berbère, c'est-à-dire, comme le décrit Sallust, d'un mot qui revient souvent sur la plume de Sallust, c'est la mobilitas, c'est-à-dire ce caractère, ce mot qui à la fois décrit la ductilité de l'esprit, la capacité d'inventivité, la créativité, la souplesse, mais en même temps aussi, comme souvent en latin c'est polysémique, la trahison, l'absence de parole, le refus de tenir ses engagements. Et c'est ce personnage qui a été décrit par Sallust, qui va s'imposer à travers Sallust et via les historiens, ses successeurs occidentaux, qui va s'imposer
à l'imagerie. Très bien, Mohanis. Alors, la semaine passée, j'ai reçu ici même Tariq Mira. Alors, Tariq Mira a développé la thèse contraire à la tienne. Alors, il avait expliqué, avec ses arguments, qu'en fait, Massinissa était un constructeur et que Jugurtha avait, d'une façon ou d'une autre, donc, permis l'extinction des royaumes numides. Alors, question, qui a raison, Tariq ou toi? Massinissa est un constructeur, c'est incontestable. Avant Massinissa, il n'y avait pas d'empire numide, il n'y avait pas de royaume numide. Il y avait, je vous rappelle rapidement, hein, la Massilie, donc c'est de l'actuelle frontière tunisienne jusqu'à Sirta, jusqu'à Constantine. Puis de l'autre côté, il y avait ce qu'on appelle la Massaïcilie, c'est le pays des Massaïciles, qui va du fleuve Moulouya, qu'on appelait à l'époque Mouloucha à l'époque, c'est-à-dire à l'intérieur du Maroc actuel, jusqu'à la frontière avec la Massilie. Donc il y avait deux grands royaumes. Massinissa a réuni les deux. Et Massil et Massaïcile n'ont plus fait qu'un seul peuple, réunis sous une seule autorité. Donc, d'une manière événementielle, on ne peut pas nier que Massinissa a créé le royaume numide. Et en ce sens-là, oui, bien sûr, c'est un bâtisseur. La question est de savoir dans quelles conditions il a créé ce royaume. Pourquoi a-t-il créé ce royaume? Pourquoi a-t-il rallié les Romains? Pourquoi n'a-t-il pas rallié les Carthaginois? On ne peut pas lancer comme ça. Donc, je répète, en effet, du point de vue événementiel, Massinissa a créé un royaume qui n'existait pas avant lui. Mais dans quelles conditions? Et quelles ont été les conséquences de ces conditions? Et est-ce qu'il a créé un royaume, au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire avec un roi, qu'on appelle un aguelib ou comme on voudra, qui était indépendant dans ses décisions politiques, économiques, financières, militaires, etc. Ou a-t-il créé quelque chose qui va permettre, quasiment un siècle plus tard, aux Romains de dire « mais ce royaume est à nous. Souvenez-vous, ce royaume est à nous. » Donc, oui, bien sûr qu'il a créé un royaume. Parce qu'il n'y en avait pas et il y en a eu un. Quel royaume a-t-il créé? C'est ça la question. Et si c'est un royaume, quelles institutions avait ce royaume? Quelles institutions a-t-il léguées? On peut se poser la question. À commencer par l'armée. Et est-ce que Jugurtha est un destructeur de royaume? Ben, là aussi, d'un point de vue événementiel, il a hérité de la moitié du royaume de Massinissa, puisque l'autre moitié a été affectée par les Romains à son demi-frère cousin Adherbal. Et ensuite, il y a eu la guerre, et à la fin de la guerre, ben, il n'y avait plus du tout de royaume numide. Donc, d'une façon brute, oui, en effet, Jugurtha a dilapidé le royaume de Massinissa. Mais dans quelles conditions? Pourquoi? Et comment et pourquoi a-t-il été amené à combattre Rome? C'est ça la question, je pense. Et c'est ça le... Toujours est-il que donc, la figure de Jugurtha reste quand même un élément qui est utilisé par beaucoup de résistants, y compris les résistants nationalistes algériens, n'est-ce pas? Absolument. Est-ce qu'ils avaient déjà entendu le message, pour ne pas dire le testament, ou bien est-ce que c'était des initiatives un peu privées comme Sahli qui écrit le message de Jugurtha, voilà. Alors, quelle idée as-tu de ce sujet? Alors, il y a deux écrits qui sont, de mon point de vue, majeurs dans l'imposition de l'image de Jugurtha, dans le renouvellement de l'image de Jugurtha à partir des années 35-40. C'est celui de Jean Amrouche, le texte de Jean Amrouche, et celui de Mohamed Cherif Sahli. Alors, je vais passer rapidement sur celui de Jean Amrouche parce que c'est un texte tourmenté, de quelqu'un qui est très tourmenté, qui ne sait pas si c'est un berbère ou si c'est un latin, qui ne sait pas s'il faut se réclamer de Saint-Augustin ou de Massinissa et de Jugurtha, et qui sent bien que la réponse qu'il apporte n'est pas satisfaisante dans la vie pour apporter une réponse aux difficultés qu'il rencontre tous les jours. Donc bon, je passerai donc sur le côté sur Jean Amrouche. En revanche, Mohamed Cherif Sahli, c'est très clair. C'est un texte de combat. Et pour lui, Jugurtha, c'est
incontestablement, et pendant tout son texte, c'est l'image, c'est l'archétype du résistant algérien. Algérien. L'archétype du résistant algérien. Il est la figure, pour Mohamed Chérif Sahli, et c'est aussi mon opinion, il est en quelque sorte la figure tutélaire de la résistance. Comme on pourrait-on dire, Hannibal ou Hamilcar, avant lui, était la figure tutélaire de la résistance à Rome pour Carthage. Et donc, est-ce que c'est la figure de la résistance? Jusqu'où a-t-il gomé? À partir des années 30, c'est incontestable. Et le grand mérite, je ne sais pas si beaucoup ont lu, mais le texte de Mohamed Chérif Sahli comporte deux parties. Une partie où il affirme être historique, mais que, de mon point de vue, ne l'est pas. Parce qu'elle est plutôt hagiographique qu'historique. La seconde partie, qui est une partie politique, où il tire les enseignements du combat de Jugurtha, même s'il apporte un éclairage, je l'ai dit, un peu hagiographique sur les événements, sur les conditions qui ont amené Jugurtha à combattre, même s'il apporte un éclairage un peu biaisé, les conclusions qu'il tire de ces combats posent incontestablement Jugurtha, et non pas Massinissa, comme la figure tutélaire de la résistance à l'indépendance de l'Algérie, le combat contre le colonialisme, pour rappeler les choses simplement. Très, très bien. Alors, une autre question, en rapport avec l'actualité récente de l'Algérie. Donc, durant presque 2 années, le peuple algérien, dans son écrasante majorité à travers tout le pays, s'est soulevé contre le système politique algérien. Et donc, le Hirak a pris en référence des figures de la guerre de libération nationale, mais on a rarement vu des références à Jugurtha, par exemple. Pourquoi, à ton avis? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'image de Jugurtha, elle nous a été transmise par Sallust. Sallust en a fait une sorte d'arriviste, et en même temps c'était un archétype du noble romain. Je parle de Jugurtha. Sallust en a fait l'archétype, l'allégorie archétypale du noble romain dévoyé. Et cette image-là a été transférée, a traversé quasiment l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. Il a fallu attendre, comme quelqu'un comme Rimbaud, par exemple, pour dire « Ah oui, mais attendez, mais cet homme que vous traitez d'assassin, de menteur, de dépourvu de loyauté, etc. » Mais non, pas du tout, c'était un résistant. C'était un résistant. Et même ceux qui, au sein de l'armée française, comme Bugeaud par exemple, faisaient référence à Jugurtha, il faisait référence comme étant un grand résistant. Et Bugeaud disait, on n'arrivera à rien si on ne met pas à bas l'image de Jugurtha. Pas de Massinissa, non, de Jugurtha. Et donc, cette revisite de l'image de Jugurtha, elle a pris du temps. Il est incontestable que depuis l'indépendance, alors moi j'ai eu la chance dans les petites classes, d'entendre parler de Jugurtha, de Bocuse. Peut-être que ceux qui sont de ma génération ont eu cette même chance. Mais après, plus personne. Pourquoi? Parce que je crois qu'il a été vaincu. Et que, pourquoi personne ne parle de Moqarani? Parce qu'il a été vaincu. Alors on parle de l'Imam Abdelkader. Mais l'Imam Abdelkader a été redécouvert à la suite des écrits des historiens occidentaux qui en ont fait une image, là aussi archétypale, du bon arabe, qu'on pouvait récupérer, qu'on pouvait décorer, qu'on pouvait, etc., etc. Ce qui n'était pas le cas de Jugurtha. Jugurtha, c'est celui qui a combattu la civilisation romaine, c'est-à-dire la civilisation occidentale, et n'oublions pas que, par exemple, au XIXe siècle, l'école des analystes, l'école historienne des analystes, se référait directement aux historiens de l'Antiquité, c'est-à-dire Sallust, Tite-Live, Appien, principalement, je ne parle pas d'Hérodote, mais Sallust, Tite-Live et Appien, et se revendiquer de ces historiens-là pour valider l'opinion qu'ils apportaient et l'image qu'ils donnaient des peuples qu'ils colonisaient ou dont ils justifiaient la colonisation. Alors pourquoi est-ce que l'Algérie indépendante n'a pas réhabilité
l'image de Jugurtha, chacun apportera sa réponse. Personnellement, je crois que c'est parce qu'il a été vaincu et que ce faisant, on a fait obstacle, on a mis de côté la force symbolique de la défaite dans la constitution de l'image et du récit national. Le vaincu, dans le récit national, est peut-être, dans l'histoire, plus important que le vainqueur. C'est parce que Jugurtha a été vaincu, c'est parce qu'il est mort dans les conditions dans lesquelles il est mort, c'est parce qu'il a combattu de la façon dont il a combattu, qu'il mérite aujourd'hui d'être réhabilité. Et au fond, c'est pour cette raison-là que Massinissa n'a pas d'aspérité, alors que Jugurtha n'est fait que de ça. Très bien, mon ami Mouanis. Donc, on va donner la parole maintenant à la salle pour des questions, des petites remarques. L'idéal, c'est qu'elles soient concises et brèves. Ça, c'est l'idéal. Hein. Bon, la parole est à vous. Oui, Ahmed. Merci pour votre brillant exposé sur Jugurtha. Je voudrais vous dire, est-ce que vous avez d'autres sources d'informations à part celle de Sallust? Et puis, est-ce que vous avez accès, je ne sais pas, parce que peut-être si vous êtes allé à Rome chercher des archives enfin des informations sur Jugurtha. Et puis, la seconde question, que pensez-vous de la visite qu'ont rendue chacun à son tour, en même temps à la ministre des Affaires étrangères et Tebboune au cachot où Jugurtha est mort? Voilà, ce sont mes deux petites questions. Merci. Alors la première est vraiment très importante. Quelles sont les sources de Jugurtha? Alors tout ce que nous savons sur Jugurtha, nous le savons à travers Sallust. Tout, absolument tout. Et les opinions, les textes de Tite-Live, d'Appien, de Diodore de Sicile, qui sont les principaux, ne sont que des ressucés de ce que dit Sallust. C'est-à-dire que Sallust dit voilà ce qui s'est passé, voilà quels sont les événements, comment les événements se sont passés. Il dit tout de suite, mes sources à moi sont les textes écrits en humide de Yemsal II, qui était le fils de Gauda, Gauda étant le demi-frère de Jugurtha, qui lui a succédé, qui a été mis sur le trône de Massili à la mort de Jugurtha. Donc c'est Yemsal II qui aurait fait la chronologie de la guerre, des événements que rapporte Sallust. Et puis c'est tout. Et puis tous les autres disent oui, Sallust a dit ceci, Sallust a dit cela, mais je ne pense pas que ici je pense qu'il s'est trompé, ou alors ici il a été aveuglé par ses préjugés politiques, parce que comme tous les historiens, ou en tout cas comme les historiens de l'époque, Sallust écrit 70 ans après la fin de la guerre de Jugurtha. À 70 ans après la fin de la guerre, on est en plein dans la guerre civile à Rome. Cette guerre civile à Rome oppose la noblesse à la plèbe. La noblesse est pour un État, un royaume numide stable, non dépecé, duquel ils peuvent extirper toutes les richesses qu'ils extirpent depuis Massinissa, parce que c'était le contrat entre Scipion Émilien et Massinissa et ceux qui ont suivi. C'était tu nous donnes les richesses, tu gardes le royaume, tu gères pour nous. La plèbe disait non. Le sol des provinces, les provinces ce sont les pays conquis, le sol des provinces appartient au peuple romain et au Sénat. Donc, il faut partager ce territoire, il faut partager ces provinces. Pourquoi faut-il les partager? Parce que d'une manière assez paradoxale, plus la conquête s'étendait, plus la conquête romaine s'étendait, plus la population romaine, plus la plèbe romaine se paupérisait. Pourquoi? Parce que la conquête déversait une multitude d'esclaves qui étaient des concurrents directs aux prolétaires, c'est-à-dire à ceux qui étaient payés pour travailler. Pourquoi payer des gens pour travailler si on peut les faire travailler gratuitement? À telle enseigne d'ailleurs qu'au début de la guerre civile, donc en moins 89, moins 90, à Rome, pour 700 000
citoyens, il y avait 2,5 millions d'esclaves. C'est dire que la répartition des terres était quelque chose de très importante. Les Sallustes, Tite-Live, Appiens et en gros, et même Théodore de Sicile étaient tous pour la répartition des terres. Et je ne crois pas qu'aucun d'eux n'ait pu, pour ceux qui s'intéressent pour le voir, le constater, aucun d'eux n'a dissimulé, ou n'a eu envie de dissimuler l'a priori politique qu'il avait là-dessus. Et quel était l'obstacle majeur qui se dressait devant le dépeçage de la Numidie? Mais c'était Jugurtha. Puisque Adherbal ne demandait que ça, que l'on partage la Numidie. C'est qu'il est allé au Sénat et il a dit « Ce pays vous appartient, nous ne sommes que les usufruitiers de ce pays. » C'est ainsi en tout cas que notre grand-père Massinissa nous l'a dit. Ce pays vous appartient. En conséquence de quoi, ben, il faut venir le défendre, et si vous ne pouvez pas, mais au moins donnez-moi la partie qui est adossée à l'ancienne Carthage, que détenait Rome. Donc ça, pour ce qui concerne assez paradoxalement d'ailleurs, tout ce que nous savons, ce Jugurtha nous vient de Salluste, si bien qu'il est à la fois celui sur lequel nous avons le plus d'informations, mais aussi celui sur lequel le plus d'informations biaisées. Et malheureusement, ce sont ces informations biaisées qui sont pleines d'a priori politiques et même ethniques qui vont cheminer jusqu'à nous et jusqu'à une date assez récente. Par contre, je me souviens plus de la deuxième question. Elle est plus récente. Alors, la visite du chef de l'État. Ah oui, la visite du chef de l'État, mais pour moi, j'espère que c'est un timide début de reconnaissance. C'est un timide début de reconnaissance. Il faudrait qu'on enseigne partout l'histoire de Jugurtha. Il faudrait que partout l'on dise, en Algérie en tout cas, que l'on dise, que l'on enseigne cette histoire. J'ai assisté, enfin j'ai vu au moment du 60e anniversaire, comme on disait de mon temps, moi, un radio-crochet, c'est ça, c'est interroger les gens dans la rue, leur dire, alors, qui sont les héros de la révolution algérienne? Alors ils disaient, c'est de la révolution de 1954, hein, la guerre de libération. Et ben c'est des Douche Mourad, des Mère Abdelkader. Ça souligne la nécessité urgente d'enseigner l'histoire et surtout les personnages saillants de cette histoire, parce que bon, il y en a beaucoup, mais celui qui se, je le répète encore, peut-être avec un a priori, mais celui qui se dégage d'une manière éblouissante, c'est Jugurtha. Je voudrais justement rebondir. Non, monsieur. Excusez-moi, j'ai levé la main moi aussi. Oui, mais c'est moi qui donne la parole. Je ne vous ai pas vu, monsieur Huss. Idir. Non, je passe mon tour. Alors, c'est monsieur Mili. Je passe mon tour. Chacun son tour. Oui, bravo et merci pour cette présentation. Ce que je souhaite apporter, c'est une source en langue arabe et avec une contextualisation. La source en langue arabe, je prends un cas presque par hasard. Le Cheikh Moubarak El-Mili qui a écrit, le premier Algérien qui a écrit l'histoire d'Algérie en arabe, Jazair Abdel Tarir. Et il a consacré un tome sur la berbérité de l'Algérie et sur Jugurtha. Ça, bon, bien sûr, ça n'a pas été traduit, donc les sources en langue arabe ont été mises dans un angle mort. Mais moi, j'ai décidé de ne plus lire en arabe. D'accord. Un choix personnel. En revanche, la réflexion, parce que tu l'as dit sur la berbérité, et là, ce qui me surprend depuis un certain nombre d'années, les ethnologues et les anthropologues n'ont pas corrigé une grande erreur qui date de plusieurs siècles. L'arabe n'est pas une ethnie, c'est une langue. Au Mexique, on parle espagnol, on n'est pas espagnol, on est mexicain. Et bien sûr, ça a commencé par le Second Empire Napoléon III pour faire un royaume arabe, donc, et après les Britanniques. Mais il faudrait que des chercheurs algériens qui soient qualifiés, anthropologues, ethnologues, recadrent
que l'arabe est une langue, n'est pas une ethnie. Et l'un des premiers qui me l'a fait découvrir, presque par hasard, c'est Cheikh Mbarak El-Mili, dont j'ai entendu parler, je n'ai pas fréquenté. Là, c'est... Et pourquoi aujourd'hui, il y a un débat, à juste titre, sur la berbérité de l'Algérie? Il faut rappeler les fondamentaux. L'arabe n'est pas une ethnie. Quand les gens disent on n'est pas des arabes, c'est une réalité scientifique. Et là, cette absence de chercheurs, notamment algériens, français, on sait depuis Napoléon III, s'est plié, les Britanniques depuis Laurence d'Arabie s'est plié, mais les chercheurs algériens, quand ils travaillent sur les sources arabes, c'est pour mieux insister sur l'arabité de l'Algérie, ce qui est un contresens. Et quand ils travaillent sur les sources françaises, on revient au royaume arabe, donc ce sont des arabes. Et là, c'est la réflexion. Il faut valoriser les sources arabes qui parlent de la berbérité et on quitte ce dilemme Napoléon III, Laurence d'Arabie. Bon, je fais un raccourci et j'ai fini. Très bien, merci. Non, non, mais tu as parfaitement raison. C'est ça. Moi, je voulais rebondir juste sur... Oui, je l'ai vu. Je ne sais pas parler dans le micro. Si, il faut parler dans le micro. Ah non, je ne savais pas, il faut juste se mettre devant la bouche. Oui. Ce que je voulais rebondir, c'était sur Jugurtha. Il y a eu tout un débat à l'époque en Algérie sur la berbérité, etc. C'était au moment de ce qu'on appelait la charte nationale, la tarte nationale, etc. Et donc à l'époque, il y a eu une référence tout à fait courte comme ça, parce qu'on a cédé ça au courant berbériste de l'époque pour les calmer, donc on a fait une référence. Mais l'histoire d'Algérie, on l'a réduite à l'émir Abdelkader. Seulement, ce qui fait que tout ce qui... Parce que à l'époque, on revendiquait l'enseignement de l'histoire algérienne. L'histoire algérienne ne commence pas avec l'émir Abdelkader. Elle a commencé bien avant. Parce que si... Et ces gens-là, les modernistes qui voulaient, ce qu'on appelait les modernistes à l'époque, qui voulaient aller remonter très très loin, etc., au lieu de faire des allusions à Jugurtha, Massinissa, etc., dans les écrits officiels du pouvoir, ils ont perdu le combat. Et finalement, nos petits Algériens, et nous, on a été sauvés juste. On a pu passer par le trou de la serrure, donc on a appris quelques notions, etc. On a continué à se ressourcer à travers les études que nous avons faites ailleurs, etc. Donc je crois que le pouvoir algérien actuel, et c'est la continuité du pouvoir, parce qu'il n'y a qu'un seul pouvoir en Algérie. De toute façon, c'est celui qui est issu d'Oujda et qui continue. Et donc avec une chose qu'ils veulent maintenir, ça veut dire ce n'est pas la non-nécessité de l'enseignement de l'histoire aux Algériens. Parce qu'un peuple qui connaît son histoire se défend beaucoup mieux qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire. Merci. Oui, mais... mais je peux juste dire que... un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple qui est perdu. C'est clair. On ne peut pas dissimuler tout le temps l'histoire d'un pays. Encore moins dissimuler l'histoire d'un peuple dans un pays. Et c'est pour ça que ce qui est assez paradoxal dans la situation, c'est que si tu prends le texte de Mohamed Chérif Sahlih, qui a été édité par la SNED, Je n'ai pas lu. il a été édité par la SNED, réédité par la SNED. Moi, c'est la version que j'ai, celle de 1947. Elle a été reprise in extenso, qui a été publiée en 67, 68, 69. C'est un texte qui est dédicacé, qui est dédié à Abdelhamid ibn Badis. Et dans ce texte-là, mais ce que dit Mohamed Chérif Sahlih, c'est qu'Algérie, c'est pas un pays arabe. C'est que l'histoire de l'Algérie ne commence pas au 7e siècle. D'accord? Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est un texte qu'il faut... Je sais pas, je reviens d'Alger il y a moins d'un mois, moins de 3 semaines d'ailleurs.
J'ai essayé, parce que la version que j'ai, elle est très ancienne et un peu abîmée, j'ai essayé de retrouver ce texte, mais il n'existe nulle part. Je ne l'ai pas retrouvé dans les librairies en Algérie. J'ai posé la question, on m'a dit, bon, il n'existe pas. Mais c'est un texte qui, si on fait abstraction de l'aspect géographique, qui est un peu parfois gênant, les conclusions politiques que donne Mohamed Chebsali sont absolument... il le ferait envoyer en prison aujourd'hui. Et pourtant, c'est un texte qui est écrit en 1947. Donc, ça fait longtemps que les Algériens, pas une grande part, certains Algériens savent que l'histoire de l'Algérie ne commence pas au 7e siècle. Oui, Kada. Bonjour. Je vous remercie pour votre exposé. Vous choisissez des mots très très simples pour aller dans des définitions d'idées très profondes. Je vous remercie. Et vous avez une très grande facilité à nous transmettre ce que vous savez. Merci. Sauf que je m'arrête sur un truc. Vous avez dit que Jugurtha a été mis au rébut ou au pilori parce qu'il s'opposait à l'école romaine occidentale. Vous avez dit, parce que les mots sont très très importants en histoire, je crois, même en littérature. Oui. L'école romaine occidentale. Alors, attendez. Est-ce que j'ai dit l'école romaine aussi? Si j'ai dit ça, c'est très maladroit. Non. Il s'opposait. L'image de Jugurtha, l'image de Jugurtha donnée par Sallust a été reprise par l'école des analystes du 19e siècle, qui eux, autant d'historiens qui se référaient directement aux historiens de l'Antiquité. C'est-à-dire que toute l'école analyste du 19e siècle, leurs fondamentaux, c'est Sallust, Tite-Live, Appien, Diodore de Sicile. Oui. Donc on prend tout ça et on met tout ça au 19e siècle. Vous avez dit romain occidental. Bon, Sachant que, bon, c'est pas une vérité, ça reste à vérifier. Et en histoire, il y a beaucoup plus d'hypothèses que de conclusions. Voilà. C'est que l'Occident est né avec les Carolingiens. Pépin le Bref, Charlemagne. C'est à partir de ce moment-là que l'Occident a été construit. C'est-à-dire que dans la Rome antique, la notion de l'Occident n'existait pas. Et ce sont ces amalgames-là, dans la conception, dans le lexique, etc., qui nous mènent à dire que Jugurtha est un traître, Massinissa est un résistant, des trucs comme ça. Et le mot, il est très, très, très important. Et je vais terminer par dire que j'assume mes ancêtres. Si Jugurtha est un traître, j'assume sa traîtrise, je suis heureux de sa traîtrise. Si Massinissa est un bâtisseur, j'assume aussi. Voilà. Et merci. C'est par rapport au mot Occident qui a été utilisé que j'ai. d'accord. Alors, j'ai parlé. Alors, si j'ai dit je ne me souviens plus à quelle occasion j'ai dit ça. Quoi qu'il en soit, vous avez raison, la notion d'Occident n'existait pas chez les Romains pour la simple raison que les Romains étaient. Je m'excuse, je vais faire peut-être une érudition malvenue, mais les Romains étaient imbus par la mission qui est résumée parfaitement par Virgile dans l'Énéide, lorsqu'il dit les Grecs vont savoir faire parler, bâtir des statues à qui il ne manquera que la parole, d'autres sauront lire les chemins dans les étoiles, etc. Et toi, Romain, ta destinée est de conquérir le monde. Et donc toute la pensée romaine, elle est impérialiste. L'Occident, l'Orient, tout ça, c'est une notion très vague. Ce qu'ils veulent, eux, c'était de conquérir le monde. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le monde connu. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, est-ce que l'Occident est né avec les Carolingiens? En 395, il y a une rupture entre l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Là encore, ces notions d'Empire romain d'Orient et d'Empire romain d'Occident, ces notions, cette onomastique, elle est née au 19e siècle. C'est-à-dire que
à Byzance, on ne disait pas nous sommes l'Empire romain d'Orient. Pas plus qu'à Rome, on disait nous sommes l'Empire romain d'Occident. Mais, objectivement, il y avait, en 395, il y avait un empire romain que l'on a situé en Orient et un empire romain qu'on a situé en Occident. À telle enseigne que lorsqu'en 476, c'est la fin de l'empire romain d'Occident, avec Romulus Augustule, enfin l'empereur enfant, l'empire, celui qu'on a appelé l'empire romain d'Orient, lui va durer jusqu'en 1453 à la prise de Constantinople par les Ottomans. Donc, dans l'école analyse, et c'est ça que je voulais dire, il y a bien cette séparation entre Empire romain d'Orient et Empire romain d'Occident. Est-ce que les notions d'Orient et d'Occident ont été inventées par les Carolingiens? Franchement, je ne sais pas. Je ne vous suivrai pas sur ce point. Je ne suis pas sûr qu'au moment de la guerre de succession, non pas avec Charlemagne, avec le fils de Charlemagne, Louis le Pieux, on va digresser un tout petit peu, entre ces trois enfants, hein, Charles Chauve, Lothaire et Louis le Germanique, je ne suis pas sûr qu'ils aient parlé, qu'ils avaient en tête l'Orient, l'Occident, etc. Ou l'Occident tout simplement, tout ça c'était assez nébuleux. Ils sont arrivés jusqu'aux frontières, à Zabar. Jusqu'aux frontières? Zabar. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez raison d'insister sur l'importance d'être précis et dans le choix des mots. Bien sûr, c'est très important. Et c'est pour ça que je ne suivrai pas quand vous dites que la notion d'Occident était inventée. Vous avez dit au Moyen-Âge, c'est ça? Non. Pas au Moyen-Âge. Non, vous avez dit avec les Carolingiens. Voilà. Avec les Carolingiens. Bon, les Carolingiens, on est en plein dans ce qu'on appellera au 19e siècle le Moyen-Âge. Alors que l'Occident, c'est la Renaissance. Alors que l'Occident, c'est la Renaissance, c'est la création de l'individu, et l'individu s'est projeté dans une communauté plus large, avec une base religieuse et artistique. L'Occident, c'est la Renaissance. Alors, l'Occident, c'est la Renaissance, ça aussi, c'est c'est un autre débat. Parce que ces termes-là, non mais parce que ces termes-là, ces termes de Renaissance, de Moyen-Âge, etc., n'existaient pas au moment où ils sont supposés décrire la situation, par exemple. Sauf, je te reconnais que le terme de Renaissance, effectivement, il a été inventé par Vasari dans la vie des principes militaires, où il disait c'est la Renaissance. Mais dans son esprit, la Renaissance, c'était la redécouverte des grands peintres et des grands artistes. Et de l'individu. Mais pourquoi de l'individu? Parce que c'était le socle. On peut parler? Oui, allez-y. Alors, merci pour votre intervention. Juste, je voulais corriger un point, c'est très important. La Renaissance, c'est pas le 18e. La Renaissance, c'est là. Il y a aussi l'Occident, il a commencé l'âge d'or du Moyen-Âge. Aussi l'âge d'or du Moyen-Âge. Je voulais revenir sur un point très important. Il s'avère que je suis né à Constantine. Je suis natif de Constantine. Je suis berbère du père et de mère. Le père Chawi Amazériphone, si on peut dire. Ma mère kabyle mais arabophone. Je suis né à Constantine et j'ai fait mes études au lycée Liorolta, qui est considéré comme l'un des fleurons lycées de Constantine. J'ai un bac scientifique, j'ai un bac maths, voilà, donc je ne suis pas un historien. En tout cas, j'ai un bac scientifique, ça veut dire quand même on est équipé, doté de moyens rationnels. J'ai toujours voulu savoir c'est qui Jugurtha, Liorolta en arabe. Moi, quand j'ai voulu un petit peu chercher un peu, c'est normal, tout adolescent, à partir de 20 ans, 21 ans, je voulais savoir un peu c'est qui Jugurtha. Il s'avère que Jugurtha, Massinissa, Bocchus, Scipion l'Africain, Adurban, il y avait un enchevêtrement de passion et d'intérêt. D'ailleurs, dans Sallust, il dit très bien, c'est le peuple romain qui déclare la guerre à Jugurtha. Il n'a pas dit Rome. C'est très important. Ça, la sémantique des mots est très importante. Il dit aussi la complexité des intérêts et des passions. Ce que je sais, c'est que Massinissa a fait allégeance à Rome. Ce que je sais aussi, que Massinissa, voulant épouser la fille de Adurban de Carthaginois, Sophonis, il a retourné la veste. Maintenant, Jugurtha, c'est le petit-fils de Massinissa. Et Bocchus, c'est le gendre de qui? De Jugurtha. Absolument, c'est ça, tout à fait. La question est très simple. Est-ce que nous pouvons considérer que Jugurtha
est un bâtisseur, est un constructeur. Est-ce que dans l'esprit de Jugurtha, la Numidie, elle était considérée romaine ou numide? Dans Sallust, il dit, est-ce que la Numidie, est-ce qu'elle est considérée comme romaine ou est-ce qu'elle est considérée comme numide? Et c'est ça la question. Donc, voilà. Merci. Oui. Non, est-ce que tu peux lui laisser s'il te plaît le micro? Je veux juste une précision. Tu dis dans Sallust, est-ce que la Numidie est considérée comme romaine ou numide? Par qui? En fait, c'est... Non, mais qui considère la Numidie comme romaine ou numide? Au fait, moi je pose la question parce que nous avons d'un côté, nous avons Jugurtha et de l'autre côté, nous avons Rome qui se font la guerre en fait. Est-ce que dans l'esprit de Rome, dans l'esprit du peuple romain, cette Numidie, elle est romaine? Est-ce que dans l'esprit de Jugurtha, est-ce qu'elle était une Numidie numide ou romaine? Ou pourquoi à chaque fois il voulait soudoyer Rome, sachant que il a toujours voulu soudoyer Rome. Okay. Maintenant l'histoire elle retient que le nom des vainqueurs aussi, c'est très très important. Maintenant, Très bien. Ok, Très bien. j'ai compris. Alors ça c'est vraiment c'est le cœur du problème. C'est le cœur du problème. Alors il y a un principe de droit romain selon lequel dans les provinces le sol appartient au peuple romain, Populi Romani, ou à César. Ça, c'est le principe de base. Donc, dans une province quelconque, ce qu'on appelle province dans la terminologie latine, c'est le pays qui est conquis, ou le pays dans lequel on fait la guerre. Dans ce pays-là, les territoires conquis appartiennent au peuple romain ou au César. Ok? Donc, la question que vous posez, elle a une réponse très claire du point de vue romain. Ce n'est jamais Rome qui fait la guerre. Rome, c'est une idée. C'est toujours le peuple romain et le Sénat qui font la guerre. Ce n'est jamais Rome. Donc, est-ce que la Numidie était numide? Mais pour qui? Pour Jugurtha, incontestablement. Pour Massinissa, incontestablement. Sauf si on s'en réfère à Sallust. Parce que qu'est-ce que dit Sallust? Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que je ne l'ai pas dit expressément, je ne l'ai pas dit assez bien. Il y avait deux factions qui se disputaient le pouvoir à Rome. Et ces disputes vont aboutir à la guerre civile en 89-90, qui va se terminer par la fin de la République et le début de l'Empire, en moins 27. Mais dans l'intervalle, il y a deux factions, les nobles et la plèbe. Les nobles se nourrissent du produit de la conquête. La plèbe se nourrit des miettes que lui laisse la noblesse. Pour les nobles, les pays doivent être indépendants. Attention, il y avait à Rome un système qu'on appelait le clientélisme. Mais ce n'est pas, il ne faut pas l'entendre au sens péjoratif qu'on dirait aujourd'hui, le client. Par exemple, Scipion Émilien considérait Massinissa comme son client. Et Massinissa, à l'évidence, considérait Scipion Émilien comme son patron. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Scipion Émilien considérait Massinissa comme son subordonné, auquel il devait un certain nombre de services, dont la protection. Vous avez cité le cas du mariage annulé de Massinissa avec Sophonisbe, qui était la veuve de Syphax, qui avait été vaincue en moins 202 à la bataille de Zama par l'alliance entre Scipion Émilien et Massinissa, où Massinissa, où les cavaliers numides de Massinissa ont joué un rôle majeur en contournant l'armée de Syphax et d'Hannibal. Et cet épisode est très significatif de la relation qui a existé et qui existera jusqu'à Adherbal, donc pendant un siècle, entre le royaume numide et Rome. Pour les Romains, pour le Sénat romain et pour la plèbe, les choses sont très claires. La Numidie
est un territoire géré par un gérant, un dynaste numide, pour le compte de Rome. Ça, c'est très clair. Et d'ailleurs, Massinissa enverra à chaque fois que ce sera nécessaire des grains, des troupes, des éléphants, chaque fois que le demandera Scipion. Et Adherbal en fera tout autant. Je rappelle, si Jugurtha s'est retrouvé à 20 ans à Numance, c'est parce qu'il y a été envoyé par Adherbal, qui avait succédé donc à Massinissa. Il avait été envoyé à Adherbal parce que Scipion Émilien lui avait demandé d'envoyer un contingent numide pour participer au siège de Numance. Et qu'il n'était pas question pour Adherbal de dire non. Et ça, c'est tout au long de l'histoire de la Numidie. Il est incontestable à écouter Salluste. Il est incontestable que Massinissa et Adherbal et ses enfants, que Massinissa et Mikilsa, pardon, j'ai dit Adherbal, c'est Mikilsa, le fils aîné de Massinissa, et son fils Adherbal, étaient au service de Rome. Et d'ailleurs, l'image aboutie de ce que les Romains, il faut appeler les choses par leur nom, tout à l'heure monsieur disait, il faut faire très attention au sens des mots, ce que les Romains appelaient les res servientes, c'est-à-dire les rois serviles, l'image aboutie de ces rois serviles, c'est Juba II, qui est dans la droite ligne. Gauda, Juba II, Yemsal II, non, Gauda, Yemsal II, Juba II, Ptolémée. D'accord? Fin de l'empire, fin du royaume de Massinissa, mort de Jugurtha, Gauda, le demi-frère de Jugurtha, hérite de ce qui reste de l'empire, du royaume, c'est la Massilie. À la mort de Gauda, c'est son fils, Yamsal II, celui qui, d'après Salluste, a écrit la chronique de la guerre de Jugurtha. C'est Yamsal II. À la mort de Yamsal II, c'est Juba II. Et Juba II, il est pris par Auguste dans son plus jeune âge, il est envoyé à Rome, on lui apprend le latin, il parle à peine le numide. Une fois que c'est terminé, on le renvoie à Numidie pour gérer la Numidie, pour le compte d'Auguste. Et à la fin, quand on en a fini avec lui, son fils, Ptolémée, est purement et simplement étranglé par Caligula, qui n'a plus besoin de lui, et qui n'a plus besoin d'un fauné pour gérer la Numidie. Et si on en croit enfin Salluste, lorsqu'Adherbal se rend au Sénat pour dénoncer l'agression dont il a été victime de la part de Jugurtha, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que notre père, mon père, Mikilsa, m'a toujours dit que son père, Massinissa, lui a toujours dit que ce royaume appartenait aux pères conscrits. À vous, les pères conscrits, les patres conscriptis, c'est-à-dire les sénateurs. Et c'est donc votre royaume que Mikilsa, que Jugurtha a usurpé. C'est votre royaume. Moi, je ne demande qu'une chose, mais c'est de gérer ce royaume comme le faisait mon père avant lui et mon grand-père avant lui. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est clair. Du côté de Jugurtha, la Numidie est numide, puisqu'il s'est opposé au dépeçage. Il a dit non, vous ne découperez pas la patrie. Mais du côté de Massinissa, d'Adherbal, et de Mikilsa et d'Adherbal, les choses sont beaucoup plus nuancées. On n'a pas d'exemple. On a un exemple où l'un des fils de Jugurtha, de Massinissa, il s'appelait Massiva, se rend au Sénat et tient, dit-il, d'après Tite-Live, le discours suivant: mon père, lorsqu'il vous a livré les grains que vous avez demandés, mon père a été choqué que vous lui demandiez combien ça coûte. Mais ça ne coûte rien puisque ces grains vous appartiennent, puisque ces terres vous appartiennent. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, Massinissa c'est un bâtisseur, c'est incontestable. Dans quelles conditions a-t-il bâti ce royaume? Et pourquoi à sa mort n'a-t-il pas légué, n'a-t-il pas laissé de testament? Pourquoi n'a-t-il pas dit avant de mourir, mes successeurs sont un tel ou un tel et un tel? Pourquoi a-t-il dit à ses enfants, c'est-à-dire Mikilsa, Golosa et Massanabal, le père de Jugurtha, demandez à Scipion Émilien de partager le royaume entre vous? Il y a de quoi s'interroger. Non. Il y a un monsieur derrière. Il y a un monsieur derrière. Voilà. Oui.
Bonjour. Donc moi j'aimerais bien poser une question. Quel est le parallèle qu'on peut faire avec, bon, on parle des colonies romaines, moi peut-être j'essaie de faire parallèle avec actuellement l'Alliance Atlantique. L'Alliance Atlantique, il fait soumettre les pays ou bien il fait rentrer des pays par d'autres moyens. Réellement, elle ne leur fait pas la guerre pour les mettre à l'intérieur de l'Alliance, elle utilise d'autres moyens militaires sans l'intelligence. Tout ce qui est guerre cognitive et autres. Donc, pourquoi je pose cette question? C'est pour parler du concept du traître. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, celui qui est, je ne sais pas moi, un homme politique ici en France ou ailleurs, ou dans n'importe quel pays occidental, qui prend l'alliance atlantique, l'alliance avec les États-Unis, est-ce qu'il peut être classé comme traître? C'est-à-dire, si on fait le parallèle avec autrefois contre Rome, elle faisait soumettre des peuples, bien des royaumes, par d'autres moyens, je ne sais pas, c'était des alliances. Merci. Je crois que j'ai compris. J'ai parlé tout à l'heure, peut-être trop brièvement, du concept d'État client. Aujourd'hui, le meilleur moyen, le meilleur exemple qu'on puisse donner de l'État client, je disais tout à l'heure qu'un État client, c'était un État qui était formellement indépendant, mais dont la politique étrangère, la politique militaire, et de manière générale, les intérêts fondamentaux étaient subordonnés à ceux de Rome. Bon. On apprend dans en sciences politiques qu'un État, que l'indépendance de l'État est caractérisée par 4 points. Battre monnaie, ça on le sait depuis ce que disait tout à l'heure monsieur, depuis le Moyen-Âge, ce qu'on appelait monnaie. Battre monnaie, faire les lois, dire la justice et faire la guerre ou la paix. Voici ce sont les 4 attributs régaliens de l'indépendance et de l'autonomie d'un État. Si on regarde aujourd'hui ce qui se passe, on va dire, pour résumer, en Europe, est-ce que les pays européens battent monnaie? Non, c'est l'euro. Est-ce qu'ils font les lois? Oui, à condition qu'elles soient subordonnées à la Commission européenne. Est-ce qu'ils rendent la justice? Oui, mais sous réserve que leurs décisions, que leurs sentences soient confirmées par la Cour européenne. Est-ce qu'ils décident de la guerre ou de la paix? Ben non. Donc, on en revient à ce qui s'est passé à l'époque, à l'Antiquité. Rome gérait les pays, c'était sa technique, c'était son moyen, c'est ainsi qu'elle a fait jusqu'à la politique, enfin, l'expression majeure, aboutie de cette politique, c'est l'assimilation. Autant les Grecs étaient racistes, au sens où on l'entend aujourd'hui, racistes, c'est-à-dire qu'ils disaient qu'un tel était inférieur aux Grecs parce qu'il n'était pas grec, tout simplement. Autant les Romains étaient plutôt xénophobes que racistes. Et ce faisant, ils s'accommodaient fort bien d'États étrangers, conquis, qui leur étaient subordonnés, dont ils pouvaient extraire les richesses, et ils leur abandonnaient la gestion quotidienne. Ça ne les intéressait pas plus que ça, de mobiliser des légions entières pour contrôler des pays. Ce qu'ils voulaient, c'est par le truchement d'une classe intermédiaire, extirper la richesse et contrôler le pays. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Au fond, c'est ce que disait l'Ecclésiaste, il n'y a rien de neuf sous le soleil. C'est les modalités qui changent, c'est les moyens qui changent, c'est les circonstances qui changent, qui varient, mais le fond est toujours le même. On va prendre 2 dernières questions. Alors, Idir, tu veux parler? Non, je pense que... Alors, Kassim Dakouchi. Merci. Oui, allez. Merci pour tous ces éclairages, c'est très sympa. Quand on parle de l'histoire, on a tendance à
Salluste, ce n'était pas proprement parlé un historien, c'était un gouverneur, puis à la fin peut-être, on ne peut pas, dans les normes aujourd'hui, en essayant d'être objectif. À l'époque, c'était, je sais pas, il y avait quelqu'un, un mot juste, qui disait que l'histoire était écrite par les vainqueurs. Oui, toujours. Qu'est-ce qui a changé depuis? Attention, qu'est-ce qui a changé depuis? On fait un peu parallèle en dehors justement de l'invasion arabe qui a complètement chamboulé ce process des Romains jusqu'aux Français. Parce qu'il y a eu l'islam, il y a eu un changement de mode de vie. On a écrit, enfin on n'a pas écrit une histoire, on a raconté des histoires. Et l'Algérien s'est retrouvé complètement perdu. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? J'entends tout à l'heure, tu disais Rome était propriétaire des terres. En Numidie, c'était eux les propriétaires. J'ai dit que c'était un soumis. J'ai dit que c'était la conception que la plèbe avait de la propriété comment dire, de la propriété de la terre provinciale. C'est de l'impérialisme. Ben, on peut dire que c'est de l'impérialisme si tu veux, parce que là tu utilises des termes d'aujourd'hui. Oui, on ne peut faire plus lecture oui, ben écoute, alors, d'abord... Aujourd'hui, je finis juste avec ça. Oui. Les gens qui dirigent donc, ce pays, l'Algérie, c'est quoi le rapport avec l'ancienne Pologne? Est-ce qu'on ne retrouve pas des traits c'est dur, hein, parce que... mais c'est inévitable. Non, mais quelle est ta question? Tu es en train de me dire, est-ce que, je crois que ça va comprendre, est-ce que les gouvernants aujourd'hui en Algérie, c'est l'équivalent des fondés de pouvoir de l'époque romaine et des rois serviles de l'époque romaine qui leur demandaient de gérer le pays pour leur compte et de transférer les richesses au centre? C'est ça ta question? Ça? Par délégation. Par délégation. On va certainement trouver des éléments qui vont nous permettre de dire ça. Mais quel pays aujourd'hui, enfin, la politique, c'est de savoir d'abord évaluer le contexte dans lequel évolue le pays et les forces auxquelles il est confronté. Autant, de la même manière qu'à l'époque de Jugurtha et de Massinissa, la Numidie était complètement intégrée au monde méditerranéen. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de politique insulaire. Ils n'étaient pas dans un coin tout seuls, et puis ils attendaient, ils regardaient les choses. Non, ils étaient complètement intégrés commercialement, politiquement, militairement, culturellement, etc. Il y avait des statues de Massinissa dans l'île de Délos, en Grèce. Il y avait des statues de Massinissa. Donc, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent faire croire que les gouvernants sont soumis à un centre? Oui. Oui. Mais c'est comme pour le reste. C'est comme pour c'est comme pour le clientélisme romain. Il ne faut pas lui donner une dimension péjorative comme celle qu'on entendrait aujourd'hui en disant c'est son client. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a un rapport de force politique. Oui, c'est un rapport de force politique. Après, le pragmatisme, c'est de dire j'observe les forces politiques et je prends une décision non pas en fonction de mes sentiments, mais en fonction d'un rapport de force, il est ce qu'il est. Et donc, je fais de mon mieux. Et je essaie d'aller jusqu'où peut-on aller. Mais je voudrais revenir aussi sur un point qui me paraît important. Parce que c'est le risque, quand on observe l'histoire, quand on interroge l'histoire, le risque, c'est l'anachronisme. C'est des portées de jugement avec les valeurs d'aujourd'hui sur des événements qui se sont déroulés il y a 1000 ans ou 2000 ans. Donc, quand tu dis que Salluste n'est pas un historien, mais alors, qui était historien à l'époque? Alors attends, qui était un historien à l'époque? Est-ce que Tite-Live était un historien?
Est-ce que Cicéron était un historien? Est-ce que Diodore de Sicile, est-ce que tous ces gens étaient des historiens? En réalité, il n'y avait pas un métier d'historien. Il y avait des gens. Il y a la phrase de Cicéron qui était pourtant l'ennemi intime de Sallust, qui dit, dans De Oratores, quand il parle de la rhétorique, hein, quand il fait les digressions sur ne voyez-vous pas comme il est agréable pour un orateur de dire l'histoire? Et c'est exactement ce qu'a fait Sallust. Il ne faut pas chercher chez Sallust ce qu'il ne veut pas y mettre. Sallust est un historien de combat. C'est-à-dire qu'il dit exactement comme Mohamed Chérif Sahlih en 1947. Il dit moi, ma thèse, elle est là, mon opinion, elle est comme ça, et je vais vous prouver que j'ai raison. Alors après, quasiment 3 siècles avant, il y a eu Thucydide, qui a posé les bases, on peut dire les bases aujourd'hui encore, de ce qu'est un historien. C'est l'objectivité, la rationalité, le contredit, etc., etc. Mais tout le monde n'est pas Thucydide, d'une part. D'autre part, je pense qu'à l'époque, on avait un peu oublié qu'il était Thucydide. Et enfin, aujourd'hui, vraiment dire Sallust n'était pas un historien, moi je ne dirais pas ça. Je dirais que c'était quelqu'un qui a fait œuvre d'historien, mais avec ses a priori politiques et les préjugés qui en découlent. Il a défendu une thèse, il faut lui apporter la contradiction. Et cette thèse-là, c'est la même qui a été défendue par Tite-Live, un peu moins par Appien, et un peu encore moins par Diodore de Sicile. Mais tout le monde s'entendait pour dire que la Numidie était une terre provinciale, qu'elle appartenait donc non pas à Rome, mais au peuple romain, comme toutes les terres provinciales. On prend une dernière question. Non, je suis désolé. Proposition. On verra. Allez-y. Oui, c'était juste pour donner un point de vue. Je t'entends pas. C'est pour donner un point de vue, ensuite... Rapidement, s'il vous plaît. Ah oui, voilà. Massinissa s'est allié avec les Romains pour constituer un grand royaume numide au détriment de Carthage. D'accord, grosso modo, c'était ce stratégie. Et cette volonté de créer un grand royaume numide a fait que les Romains ont hâté leur intervention en Afrique du Nord. Ils avaient la volonté de détruire Carthage, mais en même temps, ils voulaient empêcher la constitution d'un grand royaume numide. Et cette politique a été constante, à la fois contre Massinissa et plus tard contre Jugurtha. Pourquoi cette politique a été constante? Éviter à tout prix d'avoir un grand royaume numide. Parce que la Numidie représentait à l'époque le pétrole d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la Numidie, c'était un grenier à blé potentiel pour Rome. Or, la politique romaine avait fait du blé ce qui est aujourd'hui le pétrole, et la volonté de Rome, dès le départ, avant la conquête de Carthage, était d'annexer la Numidie. Et donc, Massinissa a compris ça, tout en étant nationaliste. Il a compris que s'il s'opposait à l'annexion par Rome de la Numidie, il allait se faire détruire automatiquement par les Romains. Et malheureusement, Jugurtha, dans la première phase, a manœuvré en finançant et en achetant des députés romains et des sénateurs et je ne sais pas quoi, etc. Il a pu mener son action, mais dès qu'ils ont compris qu'il avait la volonté de faire un royaume, à ce moment-là, c'est devenu l'homme à abattre. Parce que Rome avait besoin du blé d'Afrique. Merci. Et ça, c'était non négociable. Merci. On donne la parole à Asdin. On reviendra vers Asdin. Parce qu'il il a dit beaucoup de choses qui sont à la fois très importantes et très discutables. Donc il faut qu'on revienne là-dessus. Oui, Asdin. Bonsoir, merci pour votre exposé. J'ai une question. J'espère ne pas être anachronique. Vous avez écouté avec beaucoup d'attention. Vous avez cité parmi les choses que vous avez citées. Alors, vous avez cité les choses que vous avez citées. Vous avez cité Mohamed Sahlih. Je crois savoir, si mes souvenirs sont bons, qu'il avait découvert, comme tout le groupe de Conakry, l'histoire de la lecture
travers tout faire Il t'entend pas bien. Tu peux élever la parole. Avance un peu. Hein. On t'entend pas. Excuse-moi, mais je n'entends pas. Je comprends pas. Alors, bonsoir. Merci pour votre énergie. J'ai une question sur l'une des choses que vous avez citées, que malheureusement, j'aurais aimé que vous en parliez un peu plus. C'est l'éternel Jugurtha de Jean Broche. Oui. Parce que alors, au-delà de la connaissance historique, de l'intérêt historique, il y a quand même une actualité de Jugurtha. Parce que, pour moi, l'intérêt de Jugurtha, en quoi, en 2022, la figure de Jugurtha peut-elle lui parler, éclairer, m'inspirer, etc. Donc, j'aimerais bien savoir, parce que Wahbi Sahli et comme toute la clique de Benakni, qui ont découvert le texte à travers tout faire qu'on a des livres, c'est pas à ma connaissance. Si Jacques avait écrit l'histoire du Nord, il a traduit. Bon, il a traduit, bon, donc moi je l'ai lu en arabe, c'était ça, traduit, j'ai lu. Voilà, la désolé. C'est pas grave. Alors, il y a ce point, et je trouve que s'il y a un texte, justement, personnellement, qui m'interpelle en tant que lecteur, curieusement, c'est l'éternel Jugurtha. Parce que Jean Broche, avec toute sa complexité, je trouve qu'il est toujours d'actualité parce que nous sommes toujours dans les mêmes problématiques. S'il est bien, donc je pourrais partager avec vous. Merci. Très bien, très bien. On va rebondir. Moi, je vais répondre à Asdin parce que. Alors, tu as dit aussi des choses qui sont importantes. L'actualité de Jugurtha. Ah non, alors, Jean Amrouche, oui, c'est un texte très important. C'est un texte très important parce qu'il interroge la personnalité du Numide. Et il se demande, lui, Jean Amrouche, complètement latinisé, qu'est-ce qu'il y a encore de Numide en lui? Et pourquoi n'est-il pas complètement confortable dans l'idée qu'il a de lui-même en tant que latin? C'est ça, c'est ça comment dire, la préoccupation et même la hantise de Jean Amrouche. Parce qu'il se dit latin, je suis latin, il commence, hein, je suis latin, sa formation, c'était un latiniste, il parlait très bien le latin, il comprenait très bien. Et au bout d'un moment, à mesure qu'il avance dans l'examen de sa propre personnalité, il se rend compte qu'il y a un côté obscur qu'il n'a pas pris suffisamment en compte. Ce côté, c'est le numide qui est en lui. Et ce côté numide qu'il y a en lui, eh bien, il est représenté spontanément dans son imaginaire par Jugurtha. C'est amusant parce que chaque fois qu'on essaye, que quelqu'un essaie de retrouver une ascendance qui va le ramener à son essence, si on peut utiliser ce terme, ben, il va parler de Jugurtha. Tu noteras au passage qu'il ne parle pas de Massinissa, à aucun moment. Et donc, l'actualité de Jugurtha et à la fin, je résume, à la fin, Jean Amrouche, pourquoi il parle de l'éternel Jugurtha? Parce qu'à la fin, il reconnaît que oui, bien sûr c'est un latin, bien sûr il a une culture latine, bien sûr il est à l'aise avec, mais au fond, en réalité, c'est un numide. Et le combat qu'il doit mener, c'est le combat qui lui était inspiré par Jugurtha. Et il vient en quelque sorte à récipiscence à la fin en disant « Je me suis trompé sur beaucoup de choses. Je crus que j'étais un Européen, un numide converti, un peu le genre de Saint-Augustin. Mais non, c'est pas ce que je suis un numide. Et celui qui lui montre le chemin, c'est la figure de Jugurtha. Maintenant, je termine, parce qu'elle a posé une question très importante. Maintenant, aujourd'hui, quelle est l'actualité en quelque sorte de Jugurtha? Il faut revenir à la guerre qu'il a menée contre la plus grande armée de l'Antiquité pendant 7 ans. Dans un pays qui n'avait pas d'institution, en tout cas auquel, quand il a été, il n'y avait pas d'institution, pas de Sénat, pas de comice, pas de rien, pas d'institution. Il y avait l'Église, le roi, et puis rien en bas. Dans un pays qui n'avait pas d'institution, dans un pays qui n'avait même pas d'armée permanente, hormis la garde royale, il a tenu tête pendant 7 ans contre la plus grande armée
du monde. Comment a-t-il tenu tête? D'abord, par la légitimité. Parce qu'il n'aurait pas pu mener ni durer aussi longtemps s'il n'avait trouvé dans la population les soutiens dont il avait besoin. Et cette population, déjà au moment de la guerre de succession contre Adherbal, déjà cette population l'avait reconnu lui, non pas avait reconnu lui comme étant légitime, non pas en tant que successeur testamentaire, parce qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas eu le temps, parce qu'il aurait fallu parler du mode de succession chez les Numides. Ce n'était pas le testament. Le testament, il a été imposé, le mode testamentaire et la filiation directe a été imposé par Scipion Émilien. C'est lui qui a dit, c'est vous trois qui allez vous partager, non pas le royaume, mais les attributs de la royauté. Donc, premièrement, l'actualité, pour moi, l'actualité de Jugurtha, c'est d'abord l'absence, ou la nécessaire, l'indispensable légitimité de ceux qui prétendent combattre, ou diriger, ou gouverner, comme tu voudras. Et cette légitimité, cette nécessaire légitimité, elle a été on ne peut mieux dite par Michelet lorsqu'il rapporte le combat, la guerre de succession. Il dit qu'Adherbal avait désigné Jugurtha et que Mikipsa avait désigné Jugurtha, Adherbal et Yamsal comme étant ses successeurs, mais que les Numides ont défendu avec une héroïque obstination le chef qu'ils s'étaient donné. Ce chef, c'était Jugurtha. En d'autres termes, les testaments, on n'en a que faire. Ce qui nous importe, c'est la légitimité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me semble faire partie de l'actualité, c'est la force des institutions. Rome combattait, menait la guerre, les armées romaines menaient la guerre. Mais la guerre était déclarée par le Sénat romain. Elle n'était pas déclarée par des condottières ou par des princes de la guerre. Non, non, non. C'était le Sénat romain. Et en dépit de toute des turpitudes de la vie politique romaine, au premier rang desquelles la corruption, Rome, qui a duré donc de moins 753 à 476, ça fait beaucoup, 1501, 1000 ans, elle a tenu par ses institutions. Bien sûr, il y a eu des soubresauts, il y a eu des meurtres, il y a eu tout ce que tu voudras, des guerres civiles, et ainsi de suite. Mais elle a tenu 1000 ans. Pourquoi? Et parce que ces institutions, si tu ajoutes la légitimité, si tu additionnes légitimité plus institution, tu as un socle qui permet d'avancer en dépit des vicissitudes de l'histoire ou de la vie politique. Le troisième point qui me paraît aussi le plus important, et ça je termine avec ça, c'est ce qui fait défaut à toute la geste, à toute l'épopée de Jugurtha, c'est l'historiographie. Nous n'avons pas d'écrit. Et je ne sais plus qui disait tout à l'heure, je crois que c'était monsieur là-bas au fond, l'importance de l'écriture de l'histoire. Mais l'histoire, c'est un enjeu politique. L'écriture de l'histoire, c'est un enjeu politique. C'est rien d'autre qu'un enjeu politique. La façon dont on écrit l'histoire, c'est un enjeu politique. C'est pour ça qu'on en revient à ce que disait Rousseau. Les hommes sensés doivent regarder l'histoire comme un tissu de fables. Donc si on ajoute, si on met bout à bout légitimité, plus stabilité, force des institutions, plus écriture de l'histoire, et si on calque ce schéma vertueux sur la situation actuelle, on se rend compte qu'il manque beaucoup de choses. Il manque beaucoup de choses. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui on est perdu. On disait tout à l'heure la conquête arabe, etc. L'histoire d'Algérie commence pas au 7e siècle. Elle commence bien avant. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus, et je pense qu'effectivement tu as touché du doigt quelque chose de très important. Je ne sais pas si j'ai le temps de répondre à Abdou. On n'a pas beaucoup de temps, mais rapidement. Rapidement, si, on va essayer. Alors, tu as dit tout à l'heure que Rome voulait conquérir la Numidie et qu'elle pensait que le mieux c'était de passer, enfin quelque chose comme ça. Comment ça s'est passé réellement? Massinissa combattait dans les rangs carthaginois contre Rome pendant la deuxième guerre punique, de moins 212 à moins 202. Et en moins 206, il change d'attelage. Il se rallie à Rome.
Mais, contrairement à ce que tu as dit ou ce que j'ai cru que tu avais dit, c'est lui qui a fait venir Rome en Afrique du Nord. C'est Massinissa qui a demandé à Scipion Émilien, parce que Rome est entrée en Afrique du Nord par l'Espagne, où Massinissa combattait d'abord Rome, puis ensuite Carthage. Et c'est par le biais de Massinissa que Rome est entrée en Numidie, par l'Espagne. Et Massinissa ne combattait pas Carthage pour se faire un royaume, non. Il combattait Syphax. J'avais dit, tu n'étais pas là, d'un côté la Massilie, de l'autre côté la Massaïcilie. La Massaïcilie, ça va du fleuve Moulia, au Maroc, jusqu'à peu près à Sirta. Et tout ça, c'était le pays des Massaïcides, à la tête duquel il y avait Syphax, et pas un Romain. Et le territoire, le royaume qu'a constitué Massinissa, c'est au détriment non pas de Rome ou de Carthage, parce que Carthage n'exerçait aucune domination sur ces territoires-là, c'est au détriment de Syphax. Donc, celui qui a amené Rome en Afrique du Nord, c'est Massinissa. Alors, il y a eu, on sait, il y a eu un entretien avec Scipion Émilien, et il y avait des intérêts bien compris des uns et des autres, Rome voulant détruire Carthage, Massinissa voulant se constituer un royaume aux dépens, je le répète, de Syphax, ils se sont entendus là-dessus. En moins 202, à la fin de la Deuxième Guerre punique, avec la défaite de Syphax et de son allié Hannibal, il n'y a plus de royaume de Syphax. Et toute la Numidie, le royaume numide est constitué. À partir de ce moment-là, Rome construit ce qu'on appelle la Fossia Regia, qui est en gros une limite entre la frontière entre l'actuelle Tunisie et l'Algérie. Et Rome dit clairement à Massinissa, ça, tu vois, tu ne dépasses pas. Tout le reste, c'est à toi. Oui. Oui. Rapidement. Oui. En 22 secondes, une proposition. De par ta présentation, le livre que je n'ai pas encore lu, tu as démontré que tu avais entre tes mains une truffe. Valoriser cette truffe, aujourd'hui, c'est par le documentaire. Faire un synopsis, les sites existent, c'est facile de les filmer. Un 52 minutes, les témoins, les historiens, et là, c'est la consécration de la truffe, la vol sans truffe. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas un très grand spécialiste, mais il n'y avait pas de documentaire sur Jugurtha. Et là, c'est le moment de le faire. Et un synopsis de 16 pages. Après, on sait faire. Voilà. 22 secondes. Je prends ça comme un compliment, merci. Surtout venant de ta part, merci beaucoup. Mon ami, tu es un peu fatigué. Merci pour tous ces éclairages, mais vraiment très intéressants. Je te laisse continuer la dédicace que tu avais entamée tout à l'heure. Je vous dis merci d'être là pour ce nouveau café littéraire. La semaine prochaine, je recevrai mon ami le poète Brahim Sassi et ça sera le 170e café littéraire de l'Impondérable. Merci.